pour pouvoir, les stratégies pour pouvoir se faire des revenus des revenus passifs de façon, j'ai dit, de façon permanente ou de façon stable, en fait, dans l'immobilier. Donc, c'est sur ça qu'on va échanger aujourd'hui. Je pense qu'il y a des questions. On va prendre les questions de bout en bout. Je ne sais pas par comment est-ce que tu souhaites qu'on commence, Régine. Je commence par un point où je prends d'abord les questions. Je ne sais pas comment est-ce que vous préférez qu'on fasse. Prends les questions, commence par un point. C'est vous l'expert. OK, donc dans ce cas, la coordination, vous allez m'aider un peu à prendre les questions qui seront dans le chat et on Yes, essaiera de sir. répondre. Pour ceux qui pourront activer leur micro, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main. On va faire ça de façon ordonnée, comme ça, ce sera beaucoup plus fluide pour nous tous. Donc, quand vous avez une question, n'hésitez pas à Yes. lever la main. On prendra vraiment le temps de... On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Ça, par contre, je précise, parce qu'on a un créneau horaire bien défini. Donc, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Mais ce n'est pas grave. Après, en privé, s'il y a des personnes qui souhaitent... je pense il y a certaines personnes de mon équipe qui seront là, qui seront connectées peut-être. Ils prendront le temps de vous donner leurs coordonnées. Vous pouvez les contacter en privé ou même contacter Régine ou Ange ou Carlos. Il n'y a pas de problème. On a une première question de Clarisse qui lève la main. Oui, Et en Clarisse. fait, bonjour, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci pour ce talk show. Moi, j'avais une question. Je souhaiterais acheter ce qu'on a. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'on appelle une LCI, mais on m'a dit que c'est des parts d'immeubles qu'on achète. Du coup, on n'a pas de locataire en tant que tel. Et une fois que je ne sais pas à quel rythme on est payé, je ne sais pas si c'est par mois ou par trimestre ou par an, mais on reçoit son argent après qu'ils aient déduit toutes les charges et compagnie. Donc, j'aimerais bien me renseigner par rapport à ça. J'ai un peu d'économie, donc j'avais un petit regard là-dessus, mais je n'ai pas vraiment d'informations dans ce domaine-là. Est-ce que tu as compris ma question? Oui, j'ai bien compris ta question, Clarisse. Je Avant réponds. de répondre, c'est quoi le format, Axel? Est-ce qu'on prend un groupe de questions? Si elles se rejoignent, tu réponds ou tu réponds au tic au tac? One shot, Euh, comme tu veux. je ne sais pas vraiment. Si, Bon, on fait du one shot alors. Mais ça peut prendre quand même beaucoup de temps. Mais on peut faire du one shot si tu bon, veux. on va faire Par groupe, en groupe, par par groupe. On va question. prendre 3 personnes. Ouais, On va prendre 3 questions, 3 questions. ok, Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi également. ok. Oui, il y a Marie-Chantal qui avait levé la main. Après, ça sera Cécile. Cécile. D'accord. Bonjour à tous. Vous Oui, m'écoutez? oui, Oui, on t'entend très bien. Oui, d'accord. Voilà. Alors, donc, bonjour à tout le monde, mes frères et sœurs. Alors, donc, ma question aujourd'hui, c'est comme je m'y connais pas du tout dans ce système d'immobilier, pour le BABA, est-ce que tu pourras nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est que ça, puisque au fait, dans l'immobilier, c'est assez vaste, hein. Donc, on parle beaucoup en ce moment des parts qu'il faut prendre dans l'immobilier pour le faire rentabiliser. Il y a aussi des locatifs, comment on appelle ça maintenant? Ça, c'est tout nouveau où au fait, vous surlouez et ça vous permet d'avoir un surplus que vous gardez. Voilà, ce serait bien de nous indiquer exactement, avant qu'on puisse poser des questions, qu'on puisse savoir exactement de quoi il s'agit. D'accord. Bien professionnel parce que on écoute trop de choses, donc on a tendance à tout mélanger, tu vois. D'accord. C'est Merci. noté, Marie-Chantal. Cécile, oui, tu peux poser ta question. Oui, alors moi je suis intéressée par l'investissement locatif, c'est ce que j'aimerais pouvoir faire, mais j'étais au parcours d'hier où j'ai bien compris qu'il faut un apport et donc je réfléchis en fait à la stratégie à mettre en place pour pouvoir augmenter mon apport et j'ai commencé à regarder ce qui se fait au niveau du crowdfunding. Donc je voulais, mais sauf que ça me paraît un monde bien compliqué et donc si tu peux nous apporter des précisions là-dessus, est-ce que c'est une bonne stratégie pour pouvoir avoir de l'apport, hein, puisque on peut commencer en investissant petit. Voilà. Donc, moi, c'est par rapport à ça. ok. Bon, Parfait. ça nous fait 4 questions.
Il y a une question dans le chat Ah, qui ok. rejoint la question de Marie Chantal, qui est par où commencer quand on est novice. Et c'est elle qui a D'accord. plus d'informations sur la définition de l'immobilier et tout. Donc, je propose de partir sur une définition comme à l'école et après rentrer dans un sujet un peu plus technique comme la SCPI ou Hmm, locatif et après atterrir sur les sujets de stratégie d'investissement avec le crowdfunding. ok. Bien, vous avez posé de très bonnes questions. Alors, moi, de base, quand Carlos et moi on avait échangé, j'avais préparé en fait une présentation. Et ce que j'avais prévu dans la présentation, c'est ce dont vous êtes en train de parler aujourd'hui. En fait, je voulais parler de 3 stratégies, en gros, pour se faire des revenus de façon stable dans l'immobilier. Et dans ces 3 stratégies, la première stratégie, c'est d'investir dans tout ce qui est l'immobilier papier, que vous appelez SCPI, Société civile de placement immobilier. Donc, ça, c'est la première stratégie. Et c'est dans cette même stratégie qu'on trouve le crowdfunding. Donc, cette stratégie, en fait, elle consiste à faire quoi concrètement? En fait, c'est aujourd'hui, l'immobilier a plusieurs tendances, en fait. L'immobilier a plusieurs tendances, c'est-à-dire, quand on parle d'immobilier, généralement, les gens pensent qu'il faut s'acheter forcément un appartement, une maison ou un immeuble. Ah, pas du tout. Aujourd'hui, vous pouvez investir dans l'immobilier sans apport. Alors, tout va dépendre, en fait, tout va dépendre de votre plan d'investissement que vous fixez, en fait. Donc, pour répondre aux différentes questions, Tu fais quoi le effectivement, point là? Tu fais quoi? Les sociétés civiles, les sociétés civiles de placement immobilier consistent à faire quoi? Elles consistent elles donnent l'opportunité à toute personne qui souhaite être propriétaire de façon virtuelle, si on peut appeler ça comme ça. Ça veut dire quoi? Il y a des promotions immobilières. Il y a des entreprises, en fait, qui font des promotions immobilières et qui cherchent, en fait, des personnes pour investir dans ces promotions. Je prends un exemple. Si vous avez remarqué, généralement, on vous met bureaux à louer ou locaux commerciaux à louer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ces publicités, ces affiches ou pas. En fait, ces affiches, ce sont des SCPI. Ça veut dire quoi? Vous achetez des parts dans une entreprise. Donc, vous êtes propriétaire d'une part. Et en tant que propriétaire, l'entreprise chez laquelle vous achetez la part vous rémunère chaque 3 mois. C'est par trimestre, en fait. Donc, vous n'aviez pas, en fait, de besoin de gérer le loyer locatif. C'est assuré par l'entreprise en question. Qu'il ait le loyer impayé ou pas, vous, ça ne vous engage pas, en fait. Et même l'avantage pour les personnes qui ont investi dans ce type de placement, c'est que durant le Covid, malgré que souvent il y a des locataires même qui ne payaient pas leur loyer, mais les entreprises payaient les parts de SCPI et payaient la rémunération, en fait. Donc, c'est le gros avantage. Et les parts, tout dépend de la SCPI dans laquelle vous investissez. Il y a plusieurs SCPI. Il y a plusieurs SCPI, en fait. Et dans ces SCPI, quand vous investissez, l'entreprise prend l'engagement de vous dire chaque 3 mois, en fonction de la part que vous avez investie, l'entreprise va vous rémunérer ça peut être 1%, 3%, 4%, 5%. Tout dépend de la SCPI. Il y a plusieurs entreprises aujourd'hui en France qui le font, même en Europe, pas qu'en France. Donc, ça s'appelle SCPI, Société civile de placement immobilier. Donc, ça, c'est la première possibilité que vous avez. Et il y a quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure sur les crowdfunding. En fait, ça, c'est de l'immobilier de façon digitalisée. Ça s'est fait que par des plateformes digitales, en fait. Il y a des promoteurs qui lancent des projets. Le promoteur, il peut lancer des projets. Et lorsqu'il lance le projet, par exemple, il n'a pas tous les fonds nécessaires pour démarrer les travaux. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en gros un appel de fonds. Ou bien il lance un appel d'offres. Je peux dire ça comme ça. Et il permet à toute personne de venir investir. Et en fait, c'est sur une période donnée. Vous pouvez investir, votre investissement peut être sur 6 mois ou sur 3 ans. Voilà. Sur 6 mois, le minimum, c'est 6 mois. Ça peut aller sur 3 ans, ça peut aller sur 5 ans. Tout va dépendre du promoteur, en fait. Et lui, en fonction de la durée, il vous fixe un taux de rémunération. Ça peut être trimestriel, ça peut être annuel, ça peut être mensuel. Et donc, votre capital, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Vous récupérez votre capital avec les intérêts qui y vont, en fait. Mais je précise, déjà, sachez que l'investissement, il n'y a pas de risque zéro.
et c'est que quelqu'un est en train de se dire, est-ce que Axel, je vais perdre mon argent? Il n'y a pas de risque zéro. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous allez forcément perdre votre argent. C'est à vous maintenant de prendre le temps, de vous renseigner sur la promotion immobilière que le promoteur a lancée. Voir si c'est vrai. Partir même sur le lieu, s'il faut même voir en fait le terrain sur lequel il souhaite construire. Faites toutes les vérifications nécessaires avant d'y mettre son argent sur la plateforme en fait. Et il y a plusieurs programmes comme ça aujourd'hui en France qui donnent pas mal de cash flow aux gens. Je profite pour compléter ce que tu as dit. Quelles sont les sources ou les sites internet ou les documents qu'il faut consulter pour être sûr que cette promotion est viable ou cette offre est viable? D'accord. Alors, c'est simple. Déjà, vous prenez les caractéristiques en fait d'une entreprise qui existe. Ça, c'est pour commencer. C'est-à-dire, vérifier sur société.com, est-ce que le promoteur, il existe vraiment? Ça, c'est un. Ça, c'est la base, en fait. Ça, c'est le basique. Après cette vérification, ça prouve que le promoteur, il existe. Et vous essayez également, vous renseignez depuis quand ce promoteur a commencé, en fait, depuis quand il exerce l'activité en question. Est-ce que c'est un promoteur qui est connu en France? Je prends le cas de Necity. Moi, si Necity lance un tel programme, je ne vais pas hésiter à investir. Pourquoi? Parce que je connais très bien Necity. J'ai déjà travaillé avec Necity en achetant des biens avec eux. Donc, par exemple, je prends juste un cas pratique. Necity, je connais bien Necity. Donc, je crois, il y a pas mal de promoteurs comme ça, en fait, qui existent. Mais en fait, c'est vraiment de prendre le temps, de savoir si le promoteur, l'activité qu'il exerce, est-ce qu'effectivement, est-ce qu'effectivement, euh, est-ce qu'effectivement, déjà, il a le droit d'exercer l'activité? Est-ce que l'entreprise, elle existe? Est-ce que le projet, il est réel? Ça peut être dans une autre ville. Même si vous ne pouvez pas vous y rendre, c'est de vous renseigner autour de vous. Parce que lorsqu'un projet est lancé, une chose est sûre que vous ne serez pas la seule personne à savoir. Et surtout quand il s'agit d'une promotion immobilière. Et si tu es en Île-de-France, bah, tant mieux pour vous. Vous pouvez même vous déplacer, aller sur le lieu pour voir effectivement s'il y a un terrain qui a été acheté, qui a été acquis par ce promoteur. Et ça, c'est une chose qui peut être fait, vous pouvez le faire rapidement. Ça, c'est même pas compliqué. Axel, Oui, est-ce que ça veut dire qu'il faut uniquement aller vers les gros promoteurs, hein? Parce que j'ai vu que parfois il y a des petits porteurs de projets et bon, ça peut être intéressant de les soutenir ou pas. non, c'est pas forcément aller vers les gros promoteurs. C'est juste un exemple que j'avais pris parlant de Necity. Il peut Mhm. être un petit promoteur et puis oui, il va être efficace, il va être sérieux, il va être concret. Non, non, ne vous mettez pas de barrières. Ne vous mettez pas de barrières. Ça peut être un jeune promoteur, un nouveau promoteur, et puis bah oui, il va bien travailler, mais il faut que au moins, sachez qu'au moins que l'entreprise existe et que bah, l'activité que l'entreprise fait, elle est légale et tout en fait. Il faut vraiment prendre le temps de vérifier ça. Mhm. Ouais. Mais je vous encourage à le faire. Surtout les SCPI. Les SCPI, vous pouvez les trouver dans l'assurance vie. Il y a des banques qui les proposent dans l'assurance vie ou dans le compte d'instruments financiers que généralement les gens appellent CIF. Donc, la SCPI, elle est vraiment très pratique. Il y a pas des SCPI qui commencent par 100 euros, 150 euros, 200 euros. Ça dépend vraiment de la SCPI que vous souhaitez acheter. Et en 2022, j'ai pu noter quelques chiffres hein, parce qu'il y a déjà fait un webinaire dessus, je crois l'année dernière avec mon équipe. La SCPI, elle a vraiment cartonné. Elle a fait vraiment de très bonnes rentabilités en fait parce qu'aujourd'hui, bah, pour acheter un appartement aujourd'hui en Île-de-France, c'est pas la chose la plus facile, très honnêtement. Donc, investir dans une SCPI, c'est pas mal. Oui, vous pouvez les trouver dans le PEA, bien sûr. Vous pouvez les trouver dans le PEA. Après, ça dépend de la SCPI. Il y a des SCPI qui sont éligibles à l'assurance vie, qui sont éligibles au CIF, au compte d'instruments financiers ou au PEA. Mais c'est surtout dans les assurances vie et dans le compte d'instruments financiers. Moi, tous les placements que j'ai fait avec des clients, c'est beaucoup plus sur l'assurance vie, les SCPI. Après, je précise que les SCPI, alors, c'est vraiment à longue durée. C'est-à-dire, si vous achetez des parts de SCPI aujourd'hui, n'attendez pas d'être rentable tout de suite, au bout de 3 mois ou au bout de 4 mois. Laissez au moins, généralement, la moyenne que les banques conseillent, c'est 4 ans. 3 ans, 4 ans. En fait, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'intérêt. Vous avez des intérêts.
Mais pour optimiser, pourquoi? Parce que quand vous entrez sur l'assurance vie, il y a les frais d'entrée dans l'assurance vie. Ça fait un. Et il y a les frais de gestion que la banque ne va pas forcément vous expliquer. Et donc, pour pouvoir rentabiliser tout ça en fonction du taux d'intérêt que vous propose l'entreprise qui vend sa SCPI, il y a des personnes qui vont vous dire oui, au bout de 1 an, 2 ans. Je n'ai pas dit c'est faux, mais moi, mon conseil, c'est au moins laisser votre SCPI faire au moins 2, 3 ans, 4 ans. Ce sera vraiment plus rentable pour vous. Parce que généralement, on place de l'argent sur l'assurance vie et au bout de 3 mois, on demande au banquier, bah, je veux prendre un peu 500 euros. Je n'ai pas dit de ne pas faire des rachats partiels sur vos assurances vie. Ce n'est pas ce que je dis, mais ça serait intéressant de pouvoir laisser votre part des SCPI prendre de la valeur en fait. Une question de Nancy qui dit, vu la hausse des taux bancaires, est-ce qu'ils en sortent, qu'ils s'en sortent ou est-ce que ce n'est pas délicat? Il semblerait que le secteur ait du mal à vendre en ce moment. Bah, vu qu'il y a une fluctuation enfin, les taux sont élevés et tout, il y a une difficulté à pouvoir faire de la spéculation immobilière. Donc, du coup, je veux savoir, est-ce que c'est... Oui, en fait, ce dont on parle aujourd'hui, ce dont je suis en train de parler là maintenant, les SCPI, que les taux soient hauts ou pas, franchement, ça n'a pas grand impact. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas lié le taux du crédit immobilier. Pas du tout. Parce que, voyez que les taux sont hauts. On est d'accord que vous partez au travail. On est d'accord que vous louez des appartements. On est d'accord qu'il y a des étudiants qui louent des appartements. Donc, en fait, c'est dans ça que la SCPI investit. Des centres commerciaux, des pharmacies, des centres médicaux. En fait, c'est dans ça qu'ils investissent, en fait. On a des immeubles pour des étudiants, par exemple. Il y a des SCPI qui investissent dans ça. Donc, en fait, même si le taux, il augmente, mais aujourd'hui, avoir un appartement en Île-de-France, ce n'est pas évident. Et même pour des personnes qui cherchent des locaux commerciaux pour faire le business, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour vous dire que la demande, elle est très élevée. Elle est vraiment énorme. Donc, aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel les personnes un peu aguerries dans l'immobilier se penchent, en fait. Et sachez que quand on parle d'immobilier, ce n'est pas que avoir des appartements, ce n'est pas que avoir des immeubles de rapport. Pas du tout. Il y a plusieurs personnes que moi, je connais qui investissent dans ça. On peut trouver des parts de SCPI dans autre chose que les assurances vie. Oui, c'est ce que je disais, vous pouvez les trouver dans des comptes d'instruments financiers. Une question de Marie-Thérèse qui dit, quand on fait un rachat, est-ce que cela freine, ralentit le taux de bénéfice? Freine à ralentir le taux au bénéfice. Non, ça ne freine pas à ralentir le taux, mais c'est que la performance de la... Parce que quand vous faites le rachat, c'est que vous êtes en fait en train de diminuer la part de votre SCPI. Donc, pour vous-même, ce n'est pas intéressant. Ça ne ralentit pas le taux, mais pour vous, ce n'est pas intéressant pour vous. Parce qu'on imagine que vous achetez une part aujourd'hui à 150 euros, je suppose. Et dans 3 mois, la part, elle coûte plus 150 euros et vous voulez récupérer les 150 euros. Ben, ça ne sert à rien parce que vous avez payé des frais d'entrée. Il y a des frais de gestion. Donc, vous perdez en fait. Vous pouvez retirer à tout moment. L'assurance vie, ce qui est bien, c'est que les fonds ne sont pas bloqués. De toutes les façons, on aura une autre occasion ou un autre webinaire pour parler un peu de tout ça. Les épargnes bancaires, assurance vie, on est instruments financiers, PEA, qu'est-ce que ça signifie, comment est-ce que vous pouvez investir? Alors, Moi, j'ai autorisons-nous le rêve, parce que là, visiblement, il faut au moins 4 ans pour que ce soit rentable. Quel type d'investissement permet rapidement, sans trop d'apport, en gagnant bien? Enfin, voilà, quel type d'investissement on peut aller faire euh, quand on débute, quoi, finalement, et qu'on n'a pas forcément énormément de fonds à placer. Très bonne question, Cécile. Je te remercie pour ta question. En fait, je commençais par une phrase tout à l'heure. Je dis, tout dépend de votre plan d'investissement. Tout dépend de votre projet d'investissement. Parce qu'en fait, il ne faut pas investir parce que Axel a acheté une part, ou Ange a acheté une part, ou Régine, moi aussi, je vais acheter des parts. C'est bien. Mais en fait, mon point, c'est vraiment l'immobilier. Vous devez savoir que quand je fais les formations, par exemple, je ne commence même pas par l'investissement en immobilier. Je commence à définir les stratégies. Quelle est votre stratégie? Vous investissez pourquoi en fait? Est-ce que c'est pour la retraite? Est-ce que c'est pour avoir des revenus passifs? Ainsi de suite. C'est par ça que je commence dans mes formations. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment un cas particulier. Donc, pour répondre à ta question, c'est que tout va dépendre de ton horizon d'investissement.
Maintenant, si tu veux un horizon d'investissement un peu plus court, bon, déjà sache que pour être beaucoup plus rentable dans les investissements, il faut être patient. Ça, avec la petite expérience que j'ai eue, quand on saute sur les choses bling bling, on risque de perdre de l'argent. Et j'ai été victime de ça beaucoup de fois dans mes business. M- Mais pour répondre à ta question de l'immobilier, tu peux faire. Bon, je vais parler de la deuxième stratégie alors, vu que tu peux faire de la location meublée. Tu peux faire de la location nue. Alors, ça, par contre, il faut acheter un appartement. Et ça, c'est ce qui bloque la plupart des personnes. C'est ce qui met, en fait, ce qui met le frein à beaucoup de personnes. Mais mon objectif aujourd'hui, ou notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous mettre des barrières, mais plutôt c'est de briser les barrières, en fait. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, soyons réalistes, en fait, dans tout ce que nous faisons. En fonction de votre situation financière, en fonction de ce que vous avez dans votre compte épargne ou de ce que vous gagnez. Vous pouvez investir, commencer petit et puis grandir. La plupart des clients que je rencontre, que ce soit au niveau de mon travail, que ce soit au niveau de l'entreprise personnelle que j'ai avec mes coéquipiers, en fait, j'ai remarqué que les personnes veulent se lancer rapidement en achetant, par exemple, un 3 pièces et le mettre en location, faire de la colocation avec 3 pièces. Mais pourquoi se précipiter, en fait? Si votre capacité d'emprunt peut emprunter 60 000 euros pour investir dans l'immobilier, mais vous achetez un appartement à Mulhouse à 60 000 euros. Vous achetez un appartement à Orléans à 60 000 euros. Vous achetez un appartement à Nantes à 60 000 euros ou à 80 000 euros. Mais j'ai remarqué que la plupart des personnes sont figées sur l'île de France. Vous voulez investir. Si vous voulez vraiment investir et avoir des revenus stables dans l'immobilier, c'est de sortir de votre zone de confort, de sortir de l'île de France totalement. Et ça, c'est vraiment un point très important. Et donc, vous pouvez faire de la location meublée, de la colocation, par exemple. Ça peut vous générer également des revenus stables et aussi un très bon avantage fiscal, en fait. Bon, on ne va pas rentrer dans la fiscalité aujourd'hui. J'avais prévu ça, mais je pense qu'on va beaucoup plus prendre le temps sur les bases. Comme ça, on va poser un peu les choses pour qu'on puisse mieux avancer les prochaines fois. Donc, il y a la location meublée, la location nue. Donc, en gros, la location, la colocation que vous pouvez faire. Ça, c'est un point. Donc, ne restez pas en Île-de-France. Et même si vous restez en Île-de-France, il ne faudrait pas que ça vous dérange d'aller acheter un appartement à Orléans. Pardon, il dit Orléans. À Melun, par exemple. D'autres personnes vont lui dire, oui, pour l'investissement à Melun, c'est loin. Ah oui, je vous prends un exemple pratique. J'ai un appartement à Corbeil-Essonnes. Je vous dis bien Corbeil-Essonnes. J'ai fait une location nue à 1200 euros. Certains d'entre vous êtes choqués, peut-être. Vous avez dit, ah ouais, location nue à 1200 euros à Corbeil-Essonnes, c'est un T3. Mais oui, c'est pour ça qu'il dit ne vous mettez pas de barrières. Et pourtant, quand il y a acheté, la plupart des personnes avec lesquelles j'ai échangé, voilà, les personnes me disaient, ouais, Corbeil-Essonnes, c'est trop loin. Est-ce que tu auras des locataires et tout? Mais en tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai regardé les paramètres qui sont avantageux. Déjà, l'appartement, il est proche d'une crèche, il est proche de l'hôpital, il est proche de la gare. Et quand j'ai vu ça, bah, j'ai dit, bah, ça, c'est une occasion. Et même si on me décourage, moi, je vais investir. Quand j'ai récupéré les clés de l'appartement, on a fait l'annonce. En fait, on a eu plus de 10 personnes qui étaient intéressées par l'appartement. Moi, j'étais choqué. Le couple qu'il a pris quand on leur a proposé 1200 euros bah, en location nue, ils n'ont même pas discuté. C'était une belle occasion pour eux, en fait. Donc, mon point, c'est de dire quoi? Ne vous mettez pas des freins, en fait. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi une location nue? Ah, la location nue, en fait, c'est vous achetez un appartement, vous le mettez en location, il n'y a ni des chaises, ni de canapé, ni de cuisine, ni de... Il y a rien, vraiment nu, quoi. C'est un non meublé. C'est un non meublé, exactement. Oui, il y a Voilà, Rebecca Rebecca qui qui pose arrive la là. question. Yeah. Oui, bonjour et merci. En fait, c'était pour revenir. Là, en fait, de ce que j'avais compris en début, vous avez parlé en fait de trois manières d'investir. Sauf si j'ai mal compris, mais c'est juste qu'on en a cité deux et après on a changé. Donc, j'ai juste voulu. Là, vous avez Je- cité les SCPI, je- je- aussi le c'est ça, crowdfunding Crowdfunding, oui.
Je pense qu'il y Oui, avait un troisième souci. oui, non, en fait, la Ok. première stratégie, c'est et les SCPI et les crowdfunding. Les deux autres Ah, stratégies, je vais en parler tout à l'heure. ok, ça marche. En fait, c'est pour bien suivre le fil conducteur parce que Très bien, Rebecca. pour ne pas Merci. me perdre. Merci beaucoup. Ouais. Alors, donc c'est un peu ce que vous pouvez faire en fait pour investir. La deuxième stratégie, c'est de la location. Vous pouvez faire de la location meublée, la location non meublée. Et dans la location meublée, il y a deux types. Il y a location meublée professionnelle, location meublée non professionnelle. Et la location non meublée, c'est location nue, quoi. Par contre, ça, il va falloir que vous achetiez un appartement, un studio ou, ou un parking aussi, ou un garage. Tout ça, ça se loue. Donc, ne vous limitez pas qu'à acheter un appartement. Si vous n'avez pas la capacité d'acheter un appartement, vous pouvez acheter un parking que vous pouvez mettre en location peut-être à 5 euros, peut-être à 50 euros, à 58 euros. C'est un investissement. En fait, ne commencez pas avec l'idée de je vais avoir au moins 1000 euros net par mois dans mon investissement. Si vous commencez ça, vous n'allez pas pouvoir faire l'immobilier. Parce que si votre capacité ne vous permet pas d'investir dans un bien pour avoir 1000 euros, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arrêter de penser à l'investissement? Non. Donc, prenez en fait vos situations réelles. Pour ceux qui font le parcours immobilier, on en a parlé hier. On n'a pas de la capacité d'emprunt. Aujourd'hui, mon objectif, ce n'est pas vraiment de venir expliquer encore la capacité d'emprunt ou de vous la démontrer. Ça, ce n'est pas l'objectif. Pour ceux qui souhaitent avoir toutes ces informations après, n'hésitez pas à contacter les référents Ange, Régine. Ils vont vous inscrire au, au parcours immobilier. Donc, prenez le temps de déterminer vos capacités d'emprunt. Et même avant ça, la première étape la plus importante, c'est votre horizon d'investissement. Ça, c'est vraiment important. C'est une partie qu'on bâcle souvent. Et pourtant, c'est une partie que moi, je trouve très importante. C'est de posez-vous une heure et posez-vous-même la question. Je vais faire de l'immobilier. Qu'est-ce que je vais faire concrètement? Est-ce que je vais investir? Est-ce que je vais avoir des revenus? Est-ce que je veux, si je dois avoir des revenus, dans quoi est-ce que j'investis? C'est dans des appartements, des parkings, des garages. En fait, posez-vous la question, en fait, des locaux commerciaux, posez-vous la question et définissez votre stratégie. En fonction de ça, vous pouvez en fait déjà commencer à déterminer votre capacité d'emprunt et vous lancer après. Donc, la deuxième stratégie, c'est vraiment la location. Surtout avec la colocation, pour ceux qui ont la capacité de le faire, la possibilité, c'est bien. C'est très bien. Vous pouvez acheter un appartement, faire des travaux. Si c'est en 2 chambres, le modifier, le faire en 3 chambres et faire de la colocation. Et en plus de ça, s'il est meublé, bah, la fiscalité, elle est très intéressante parce que vous allez déduire beaucoup de charges. Donc, ça, ce sont les techniques également aussi pour vous permettre de pouvoir investir et payer moins d'impôts. Oui, il y a Marie-Aline qui a levé la main. Oui, moi je me posais des questions juste sur la partie allocation meublée, location meublée. Dans quelle ville, quel type de bien idéalement et quel apport? Enfin, je veux dire, si on devait avoir une stratégie, je veux dire, un peu, faire ce qui pourrait être idéalement, ce qui marche bien, quoi. D'accord. Alors, pour la location meublée, ce qui marche bien, je te dirais, tout marche bien. Tout va dépendre de la situation géographique du bien que tu achètes. C'est Une pour ça personne que je pourra posais te la dire, question, dans quelle ville? Est-ce qu'il y a des villes ou des endroits plus stratégiques? Enfin, d'accord. En fait, par rapport aux villes, quand je parle de lieux géographiques, ce n'est pas spécifiquement par rapport aux villes. Il y a par exemple la ville de Nantes qui marche bien. Euh, L'année dernière, j'avais déterminé, je crois, 5 villes ou bien les 10 villes dans lesquelles on peut investir. J'ai la liste là, je vais vous la lire après. En fait, le point, c'est quoi? Le point, c'est pas la ville en elle-même, mais c'est où est placé l'appartement. Ça, c'est important. Parce que vous pouvez avoir un appartement à Melun. Vous pouvez avoir un appartement à Mantes-la-Jolie. Des personnes vont vous dire c'est loin. Et pourtant, en réalité, bah, ça va dépendre en fait de la situation où est positionné cet appartement que vous avez. Ça, c'est vraiment important. Moi, je vous ai pris le cas d'un appartement qui est mis en location à 1200 euros. Et pourtant, c'est à Corbeil-Essonnes. Le RED, il déconne chaque 5 minutes. Mais la personne a accepté, non?
C'est ça, en fait. Mais pourquoi? Parce que j'ai vu que il était bien placé, pas loin de la gare, pas loin de l'hôpital, pas loin d'une crèche. Bon, c'était un jackpot pour la dame qui l'a prise, elle et son mari. Donc, vous ciblez quoi? Quel est votre concept? Vous ciblez quel type de profil? Vous ciblez quel type de client? C'est comme un produit. Quand vous avez un produit, vous avez une cible. Peut-être ce sont les femmes, peut-être ce sont les hommes, peut-être ce sont les enfants. J'ai un deuxième bien que je mets en location également. Et ça, ce bien-là, la cible, ce sont les étudiants. Et donc là, j'ai mis en place une stratégie pour pouvoir capter les étudiants. Il est à 10 minutes de l'université d'Ivry, Ivry-Coucouronne, en transport. En fait, en fonction, c'est pour ça qu'il faut définir sa stratégie. Donc, en fonction de votre cible, vous faites votre investissement. Moi, je me suis donné un concept. Je ne vais pas vous vendre mon concept parce que si vous vendez mon concept, ce n'est pas bon. J'ai mis en place un concept perso que je développe en fait. Et en fonction de mon concept, je me dis, OK, ce concept-là, il faut qu'il investisse ici. Et s'il investit là, il sait que je vais avoir des clients. C'est à vous de définir. Une dernière question aussi, je vais Puis, Vera, du coup. Marie-Aline. En fait, c'est par rapport à l'apport. Je voulais savoir, en général, est-ce qu'il faut vraiment avoir 20 000 ou est-ce que 5 000? Est-ce qu'il faut avoir 10? Enfin voilà, qu'est-ce qui peut fonctionner? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas du tout? D'accord, merci, c'est une très bonne question. Qui était connecté hier au parcours de l'immobilier? Donc, moi, c'est vous qui devez répondre à ça. Qui était connecté hier? Ils vont se cacher. Ça, c'est sûr qu'ils vont se cacher. Ils sont tous cachés. Je vais dire à AP Gilles. Je vais dire à AP Gilles que je vous ai cherché aujourd'hui, je ne vous ai pas vu. Je vais dévoiler les noms, je vais dévoiler les noms. Mais en fait, pour répondre à ta question, Marie-Aline, le montant de l'apport va dépendre du prix du bien. Ça, c'est un. Et le montant de l'apport également dépend des banques. Mais le standard, de façon générale, c'est minimum 10% du prix du coût de l'opération. Bon, il y a du prix du bien, pour ne pas trop te mélanger. Donc, si ton appartement coûte 200 000 euros, bah, 20 000 euros, j'ai dit bien le minimum. Ça ne veut pas dire lorsque tu as 20 000 euros et que l'appartement coûte 200 000 euros, la banque a l'obligation de te financer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai déjà eu des projets immobiliers pour certains clients qui avaient l'apport le minimum, mais ce n'est pas passé. Donc, ça, c'est le minimum. Après, si tu n'as pas le minimum, bah, tu peux aller voir la banque quand même. Si tu as 10 000 euros ou 15 000 euros, dis à la banque, bah, moi, je n'ai pas les 10% d'apport, mais voici ce que j'ai. Parce que ces 10% d'apport que tu donnes permet de payer les frais de notaire, permet de payer les frais de garantie, permet de payer les frais de dossier, ainsi de suite, tous les frais en S. Parce que les banques ne veulent pas financer les frais en S. Il sait que quelqu'un va me poser la question tout à l'heure, est-ce que c'est obligé d'avoir un apport pour acheter? Ça, c'est la question qui suit généralement cette question. Alors, La question qui est, après je termine juste là-dessus. Par rapport à l'apport, est-ce que c'est vraiment de l'apport libre ou ça peut être sur des PEA, ça peut être sur des assurances vie? Est-ce qu'il regarde ça ou c'est plus l'apport il faut avoir de l'apport disponible, que ce partiel? soit sur le PEA, que ce soit sur l'assurance vie. Il faut que ça soit disponible, en fait. C'est-à-dire, il faut que ça soit de l'argent qui pourrait être décaissé pour financer effectivement ces frais. Ok, je vois. Ouais. Ça marche. Donc, aujourd'hui, pour les achats, alors, l'idée du financement à zéro apport, je n'ai pas dit que c'est impossible. C'est ce qu'on disait hier à ceux qui étaient connectés. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, bah, je suis un client, j'ai rendez-vous avec toi, tu ne mets pas d'immobilier, tu n'as pas d'apport. Je ne vais même pas me casser la tête à monter ton dossier à la direction. Parce que c'est sûr, je connais ma direction, ils vont même pas m'écouter. Je n'ai pas dit que c'est pareil dans toutes les banques. Ce n'est pas ce que j'ai dit, je précise. Mais ça peut être possible dans d'autres banques. Mais aujourd'hui, sans apport financier, le financement à 110%, c'est quand même chaud. C'est pas impossible. Mais quoi, faut Il y a une vraiment. question on a une question sur le chat de Madame de Azaria. Qu'en est-il de la conciergerie? Il me semble qu'il y a un lien avec la location. Il me semble qu'il y a. Alors,
qu'en est-il de la conciergerie? Il me semble qu'il y a un lien avec la location. Est-ce que Azaria, tu veux bien préciser ta question? Parce que Et je... aussi, il y a Marie-Thérèse qui demandait, est-ce que c'est plus rentable de laisser sa location en gestion à l'agence, enfin la gestion de son bien à l'agence immobilière de proximité, ou est-ce que c'est mieux de le faire soi-même? Après, dans les deux cas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire vous-même. C'est une belle expérience. Si à chaque mois, vous pouvez... Il y a des sites qui éditent, par exemple, les quittants des loyers et tout ça. Vous gérez tout vous-même. C'est possible. Moi, je connais des personnes qui font ça. Mais moi, je ne me prends pas la tête. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai confié ça à une agence. Puis on s'est entendu. C'est bon. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez le faire vous-même. Après, les agences, il y a certaines agences, par exemple, qui vont prendre des garanties d'assurance loyer impayé. Ça sera aussi un petit plus pour vous. Il y a des agences qui vont prendre, par exemple, euh, Visal comme garantie. Si la personne n'est pas éligible à Visal, les agents ne vont pas accepter. Si la personne est éligible à Visal, les personnes vont accepter. Parce que Visal, en fait, c'est une garantie. C'est l'État. Donc, si la personne ne paye pas le loyer, une fois que l'agence immobilière dénonce la personne chez Visal, la personne Visa va se désengager, quoi. Et comme ça, vous entamez la procédure pour que la personne cherche un autre appartement. Mais vous-même, vous pouvez gérer. Le risque direct, c'est sur un loyer impayé. Après, ce n'est pas parce que vous êtes avec une agence que vous êtes exempté des loyers impayés. Mais dans les deux cas, c'est bon. Franchement, tout va dépendre de votre emploi du temps, de vos disponibilités et tout ça. Bonsoir à tous, Oui, c'est Azaria. oui, Azaria, Ouais, c'est moi qui avais posé la question en fait de la dis-moi. conciergerie. En fait, quand on fait de la sous-location, il me semble qu'il y a un service qui est en charge de gérer tout ça. Bon, là, on ne parle pas encore de la sous-location. Là, toi, tu nous dévances, là. Ah, c'était pas. D'accord, d'accord. Ah, j'avais pas bien compris. On parle de la location meublée pour l'instant. Et la D'accord, d'accord, location d'accord, meublée. d'accord. Je crois que c'est en fait, j'ai pensé à la sous-location. Ah, désolé. On va en Ok, parler tout à l'heure, t'inquiète, bro. d'accord. On va en Ok, parler. Ouais, merci. je t'en prie. Oui, Nancy, il y a Nancy qui a levé là. Après Nancy, Rebecca. Oui, Nancy. Bon, je pense que Nancy n'est pas avec nous. Je ne sais pas si tu parles, mais on ne t'entend pas. Il y a Rebecca. Après Rebecca, il y a Péjosten, il y a Cécile. Oui, Rebecca. Ok, je pense que tu m'as un peu dévancé justement sur le point par rapport au point sur les agences immobilières justement. En fait, bon, je sais que on doit bannir la peur et tout ça, mais avec tout ce qu'on entend par rapport aux squatteurs et tout ça, donc, aujourd'hui, j'essaie vraiment de bannir en fait toutes ces choses qui peuvent m'empêcher justement de me lancer dans l'immobilier. Donc, ma question, c'est la suivante. Est-ce que réellement les agences immobilières en fait me garantissent que mon bien un jour ne sera pas arraché, par exemple, par un squatteur ou comment dirais-je, ou les impayés? Et à quel pourcentage justement revient la part justement de ces agences à peu près? À combien en fait on peut évaluer la part de ces agences? La part, c'est-à-dire quoi? Les frais de Oui, gestion. c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, déjà, en fait, la garantie, l'agence immobilière ne peut pas te garantir que personne ne va squatter ton bien. Parce qu'elle ne va pas mettre de vigile, en fait, malheureusement, devant l'appartement. Donc, elle ne peut pas te garantir ça à 100%. Elle ne peut pas. Après, si ton appartement il est grand, aujourd'hui, il y a des méthodes pour pouvoir faire tout ça, hein. Tu peux mettre de la télésurveillance si ton appartement il est grand. D'infiltration et tout ça, il y a, il y a, il y a, il y a la télésurveillance qui va se déclencher. Donc, il y a tous ces process que tu peux mettre en place. Mais en fait, l'agence immobilière, elle ne peut pas te garantir que tu n'auras pas de loyer impayé parce que le loyer, ce que tu dois savoir, c'est que c'est le locataire qui le paye. C'est vrai qu'elle va prendre tout ce qu'il faut, les fiches de paye, ainsi de suite. Mais les difficultés financières, on les rencontre à tout moment de la vie. La personne peut avoir un arrêt maladie, elle peut avoir un accident de travail et après ne pas pouvoir être en mesure, en capacité de pouvoir répondre au loyer. Donc, ça peut arriver. Donc, l'agence immobilière ne peut pas te garantir. C'est comme la banque toi, tu les reçois, par exemple.
quelle est la garantie que tu donnes à la banque qui la rassure que toi, tu vas payer ton prêt? C'est vrai qu'elle va se baser sur l'apport que elle va te prendre un apport, elle va prendre la garantie petit crédit, par exemple, peut-être crédit logement. Mais ça ne garantit pas que ton emploi que tu as aujourd'hui, tu vas le garder de façon permanente. Ça ne sera pas ton partage, c'est juste un exemple que je prends. Mais en fait, en gros, la banque elle-même, elle ne sait pas si toi, sur les 300 mois, les 30 ans, les 25 ans, pardon, tu vas être régulier en fait dans le paiement de ton crédit immobilier. C'est un peu pareil en fait. Mais l'agence, ce qu'elle fait, elle essaie de prendre les garanties qu'il faut, les assurances qu'il faut. Après, si ça arrive, si la situation est arrivée, vous allez voir ensemble et puis la gérer en fait. Ok, en fait, je me demandais s'il y avait un principe qui existait un peu comme les SCPI. Tout à l'heure, en fait, tu avais donné l'avantage Ah non, des pas du tout. SCPI, justement, où même pendant le Covid, tu recevais quand même, voilà, tu gérais rien, mais tu reçois ton argent. Donc, je pensais en fait qu'avec les agences immobilières, il y a aussi ce système où moi, je reçois mon argent. S'il y a un truc, bah, c'est vous qui gérez. Moi, je veux mon argent. Donc, mais bon. Ok. Ah non, 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 pas du tout. Parce que, en fait, prends un peu l'exemple. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es locataire. Par exemple, moi, je suis locataire. Non, moi, je suis propriétaire, mais je ne vis pas dans mes biens. Ça, c'est propre à moi-même. Donc, moi, je suis locataire. Et en fait, l'agence immobilière, elle a pris mes fiches de paie et tout. Et elle a accepté. Mais aujourd'hui, bah, l'agence immobilière, elle peut pas être. Je peux changer d'emploi. Si je change d'emploi qui fait une période d'essai qui ne marche pas, par exemple, ce n'est pas mon partage au nom de Jésus, mais c'est juste un exemple. En fait, l'agence immobilière, elle va mettre tout en sa faveur, c'est-à-dire prendre les assurances et tout ça. Mais vous savez qu'en France, il y a toute une procédure avec les locataires. Ça, vous le savez bien. Donc, si le loyer impayé il tombe, bah, le loyer il est impayé, vous allez gérer. L'assurance, tu vas demander à l'agence immobilière de faire jouer l'assurance. Mais si ça continue comme ça, au fil du lot, bah, tu pourras pas tenir. Mais en fait, elle ne peut pas te garantir à 100% comme la SCPI elle va te verser un loyer. Parce qu'elle ne sait pas comment est-ce que le locataire il vit. Et les frais pour Alors, le les frais, délai? ça dépend des agences. Il y a des agences où tu vas payer peut-être 5 euros par mois en fonction, déjà, en fonction des biens que tu confies à l'agence. Et puis, bah, l'agence détermine ses frais. Il y a des agences qui vont te prendre 5 euros, peut-être moins que ça, 90 euros. Ça dépend. Ça dépend vraiment des agences. Ok. Ne me pose pas Merci. la question, mon Yes. agent. On a juste une question. On a juste avant de prendre d'autres questions, on a une sœur qui nous expose une situation qui dit je suis une sœur ayant un locataire qui, depuis quelques mois, ne paye pas son loyer. À ce jour, le dernier a plus de 7 000 euros d'impayés. J'ai fait appel à un huissier. Le locataire n'a pas réagi. L'huissier me demande de porter l'affaire en justice. Au vu des frais que je vais engager et que le bail prend fin en janvier 2025, je lui ai notifié mon désir de récupérer le logement pour loger un membre de ma famille, en l'occurrence ma mère. Je me demandais s'il fallait continuer la procédure avec l'huissier ou attendre la fin du bail. Alors, même si tu attends la fin du bail, de toute façon, là, c'est toi, tu te tapes les impayés. Si tu as un prêt immobilier en cours, franchement, je suis désolé pour cette situation parce que c'est pas une situation vraiment agréable. Si tu n'as pas de prêt immobilier en cours, en tout cas, gloire à Dieu, mais si tu as un prêt immobilier en cours, je sais que ce n'est pas évident pour toi. Franchement, je connais des clients qui sont passés par cette situation. Mais moi, je te conseillerais de continuer toute la procédure hein, de façon judiciaire parce que même à la fin du bail, qu'est-ce qui te fait dire qu'il va quitter l'appartement? Rien. Rien ne te garantit qu'il va sortir de l'appartement. Donc, continue ta procédure. Mais franchement, je sais que ce n'est pas évident. Et puis, je prie que les choses se passent bien pour toi, par sa grâce, et que tu sors de cette situation, quoi. Ouais. Yes. Il y a AP Justin qui avait levé la main. Je ne sais plus s'il est toujours là ou pas. Non, 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 je voulais reprendre la question de la conciergerie, mais je pense que c'est bon, hein. Ah, OK. OK. Oui. Sinon, on a Nancy qui demande, je pense que c'est pour ça qu'elle lève la main. Vas-y, Oui, Nancy. merci. J'avais deux trucs. Je reviens par rapport à ce que vous aviez dit pour l'apport. J'ai consulté une banque pour un bien que je souhaite acquérir. J'ai plus de 10% de l'apport.
et ils m'ont dit, j'ai un petit peu d'économie en parallèle, hein, des 10% au cas où il faut effectivement pour les frais bancaires, les choses comme ça. Et la banque m'a dit, ah, mais en fait, ce serait bien que vous ayez en plus des 10%, 6 mois de salaire. 6 mois de salaire en plus. Et les 6 mois de salaire, c'est comme si il me demandait 20% d'apport ou 30% d'apport. C'est carrément. Et je voulais demander si vous aviez une idée de. Enfin, est-ce que vous pourriez peut-être me recommander une autre banque parce que ça me paraît un peu ouf quand même. Enfin, ça me paraît. Enfin, pourquoi pas, ils peuvent tout se permettre, hein, mais c'est particulier quand même parce que j'avais jamais entendu qu'il fallait enfin, genre 15-20% d'apport plus euh, enfin pas 6 loyers, mais 6 salaires, d'avoir 10 salaires. Elle m'a dit 6 salaires, c'est bien, 10 salaires, c'est très bien, 3 salaires, c'est le minimum. Et ça, ils n'en parlent pas du tout, en fait. Moi, j'ai toujours gardé en tête 10% de l'apport, et c'est tout. D'accord. Deuxièmement, par rapport Oui, juste je note ça. Vas-y. Ok. Pose ta deuxième question. Par rapport, en fait, c'était pas une question parce que j'ai eu des gens qui, par rapport à ce que disait la sœur à l'instant, j'ai eu des gens qui ont eu des problèmes de loyer impayés sur 2-3 ans parce qu'ils avaient effectivement des procédures avec des huissiers. Et juste pour donner des idées, comparer 3 garanties. On avait déjà parlé de Visal, mais Visal, il y a des critères. Pensez à Cautioneo, pensez à Smart Garant et pensez à GarantMe. Contactez ces 3 options-là, voyez ce qui vous arrange. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des contentieux qui ont duré jusqu'à 2 ans, 3 ans. Et grâce à ça, l'assurance, je ne sais pas lesquels ils ont consulté, mais apparemment, ça a permis de payer au moins sur 2 ans, en particulier pour les gens qui ont enfin, qui ont des prêts en cours et qui ne peuvent pas se permettre. Les 2 ans de Covid, ça les a vraiment sauvés de passer par ça. Donc, c'est des choses auxquelles je pense parce que nous, enfin, dans le travail que j'ai, voilà, on utilise ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'apport et le fait d'avoir 6 mois de salaire en parallèle? D'accord, mais sinon, si on peut se tutoyer, hein, t'inquiète pas. On peut se tutoyer. Euh, alors, en fait, les 10% au début, pour ceux qui ont un peu, qui étaient là un peu au début, j'ai dit 10%, c'est vraiment c'est le minimum, effectivement. 10%, c'est pas, ça ne veut pas dire avec 10% mon projet, il passe. C'est pas ce que ça signifie. La banque peut demander même 20%. Elle peut demander 15% en fonction du taux en vigueur. Aujourd'hui, les taux, on a en moyenne à 3,80. 3,80, j'ai fait une simulation il y a la semaine dernière pour une cliente. Pour un bien de 195 000, elle a 25 000 euros d'apport. Et on est au-delà du taux d'endettement. Donc, elle, probablement, elle doit faire quoi? Elle doit augmenter son apport. Si elle a ses limites au fait qu'elle a 10% d'apport, parce que c'est sûr que nous, on ne lui a pas demandé 6 mois de salaire et tout ça. C'est juste un exemple que je prends. En fait, l'apport, qu'il soit 10%, qu'il soit 15%, qu'il soit 20%, effectivement, ça va dépendre des banques et ça va dépendre également des revenus parce que ça joue. Une personne qui a un revenu, un revenu, je prends juste des exemples, excusez-moi, c'est juste des exemples, hein. Pour une personne qui a 1 000 euros, par exemple, de revenus, et pour une personne qui a 2 000 euros de revenus, sachez que dans l'outil de la banque, quand elle va renseigner, en fait, si vous apportez le même apport avec le même montant de biens, le taux d'endettement de celui à 2 000 euros, le salaire net, sera inférieur au taux d'endettement de celui qui a 1 000 euros de salaire. C'est comme ça dans la banque. Même si vous avez le même prix du bien et le même apport. Parce que les revenus également s'ajoutent. Maintenant, si tu as déjà plus de 10% ou tu as déjà 10%, moi là, en live, je ne vais pas te recommander des banques. Après ça, tu peux me contacter en privé pour qu'on puisse voir le cas du dossier. Parce qu'il faut que moi-même, je plonge mes yeux dans le dossier pour comprendre réellement c'est quoi le dossier. Et s'il faut que je te recommande, je vais te recommander. Il n'y a pas de problème. Mais là, tout de suite, je ne pourrais pas te dire va chez un tel ou va chez une telle. Non, non, pas du tout. Parce Ouais. que j'ai entendu 5 000 euros d'apport pour un bien de 195 000 euros ou 50 000. 25 000. Elle avait 25 000 et on lui a dit non pour 195 000. En taux d'endettement, on était à 36%. Ok, ouais. Ouais. Ok, 36%, c'est déjà. d'accord.
Ouais. OK. C'est comme ça aussi, bah, vous allez voir que une personne qui gagne 15 000 euros par mois, vous allez voir qu'avec un apport peut-être de moins de 10%, son taux d'endettement sera à moins de 30%. Ça peut arriver, ça, oui. OK. Donc, les revenus, ça joue. Mais après, si tu as le minimum ou après, franchement, c'est cas par cas. Ce sont les taux. Aujourd'hui, les taux, la moyenne, c'est 3,80. Mais je vais dire, ce sont les taux qui sont personnalisés. Donc, ce qui peut être fait, probablement, c'est que c'est vraiment de prendre le temps de voir ta situation. En fait, de connaître le projet et également aussi le profil client pour qu'ils puissent te dire pourquoi ils t'ont demandé ça ou te dire oui, avec ça, ça peut passer ailleurs et tout ça, quoi. Ouais. Est-ce que juste, j'avais une pensée qui m'est venue parce que j'ai entendu parler du fait que la note de la France a été dégradée. Est-ce que ça aura un impact sur les taux d'endettement, sur les taux qui sont faits par les banques? Est-ce que ça va remonter les taux ou ça va continuer de descendre, vous qui êtes dans la banque du coup? Les taux, en vrai, ils ne sont pas descendus, hein, c'est ce qu'on vous fait croire. Quand les clients disent ça, souvent, moi, je rigole. Je dis, mais qui vous a dit que les taux ils sont descendus? Quand ils disent que les taux ils sont descendus, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quand? Les taux, il y a 2 ans, ici, on était à 1,82. Mhm. Aujourd'hui, on a 3,80. Vous dites que ça a baissé. Parce qu'avant-hier, on était à 4. Donc aujourd'hui, ils vous ont mis 3,80. Vous pensez que ça a baissé concrètement. En réalité, ça n'a pas vraiment baissé. Bon, ça reste Mhm. moi, les trucs des médias, là, je me méfie souvent de ça. C'est bien, il faut Ok. écouter, mais allons doucement. Ok. En fait, aujourd'hui, les taux, ils sont hauts. Pourquoi les gens, ils vous disent que les taux, ils ont baissé? Parce que en décembre, en novembre, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, on était en moyenne à 4%. Aujourd'hui, ils sont à 3,80. Donc, ils vous disent qu'ils ont enlevé 0,0020. C'est bien, c'est quelque chose. C'est pas méchant. Mais en vrai, les taux n'ont pas encore baissé. Ils n'ont pas encore vraiment baissé. Moi, je dirais quand les taux ont baissé, quand on sera à 2,80, quoi. 2,80 ou 2,50. Mais aujourd'hui, tel que les choses évoluent, je ne pourrais pas te dire que les taux vont baisser. Franchement, à la banque aujourd'hui, même quand nous on pose la question, ils ne ils disent pas en fait, ils ne nous donnent pas la visibilité. Mais peut-être ça va baisser dans les 10 années à venir, dans les 5 années à venir, mais là, à l'instant, là, je ne pense pas, honnêtement. Pour te dire, d'ici novembre ou d'ici décembre, ça va baisser, ça, je ne te garantis pas, en fait. Je ne pourrais pas te dire ça. Ok. Merci. Il y a Maïla qui a levé la main. Bon, il est 21h40. Bon, OK. Maïla, pose ta question. Oui, bonsoir. Moi, je voulais intervenir aussi un peu par rapport à la question de Nancy concernant enfin, dans son étonnement concernant les 6 mois de salaire qui lui sont demandés, les 6 mois de revenus qui lui sont demandés sur ses comptes en disponibles. En fait, c'est une règle que les établissements financiers généralement appliquent simplement parce que on estime que bah, dans la vie, on peut avoir des dépenses imprévues, un lave-linge qui tombe en panne, je ne sais pas, enfin, on peut avoir des dépenses imprévues. Et donc, en fait, c'est 6 mois. En réalité, c'est 3 à 6 mois. Tout dépend de son salaire. Et ces 6 mois, en fait, c'est une somme que la banque veut que tu aies à côté. Parce que quand tu vas t'engager sur ton prêt immobilier sur une longue durée, surtout si tu es au taquet de ton endettement, bah, s'il y a un imprévu, elle ne veut pas que cet imprévu te mette en difficulté et que du coup, tu aies du mal à rembourser ton crédit. Donc, c'est pour ça que elle demande à ce que tu aies 3 à 6, enfin 6 mois en l'occurrence, dans ton cas de salaire de côté. Mais c'est une règle en fait que les établissements financiers en général demandent aux clients. En fait, c'est une statistique. On estime que quand on a 6 mois de salaire de côté, on est à peu près tranquille face aux imprévus. C'est surtout pour ça. Et donc, effectivement, toutes les banques n'ont pas la même approche. Faut consulter d'autres banques. Exactement. Merci, Maïla. Merci. OK, donc la troisième et dernière stratégie, ce serait la sous-location professionnelle. Je sais que certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler. Il y a d'autres qui ont déjà posé la question sur la sous-location professionnelle. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi la sous-location professionnelle. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est quelque chose de légal. Je ne parle pas des personnes qui sont
eux-mêmes dans un appartement, par exemple, un appartement social, qui le mettent en location à côté. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est pas pareil. C'est très différent de ce que je vais expliquer. Ça, c'est un autre, je vais dire, un autre processus que moi, je ne maîtrise pas, que déjà, je ne conseille pas personnellement parce qu'on ne sait jamais. En fait, la sous-location professionnelle, c'est quelque chose de très légal. Il y a des années en arrière, c'était des étudiants, en fait, qui avaient adopté ce principe, en fait. C'est-à-dire, quand ils partaient en vacances, ils faisaient sous-louer leur appartement pour ne pas payer de loyer eux-mêmes. Et après, bah, ils ont vu que c'est intéressant. Donc, des investisseurs ont compris que le concept, c'est un concept qui est très intéressant, qu'ils ont développé de façon professionnelle également et qui est vraiment légal. Il y a des conditions pour faire de la sous-location professionnelle. Déjà, la sous-location professionnelle de base, elle n'est pas faite pour avoir des revenus complémentaires ou des revenus passifs. Pas du tout. Après, la loi a évolué. Aujourd'hui, la loi permet aux personnes qui sous-louent les biens sous certaines conditions d'avoir des revenus stables. Et c'est très rentable. Honnêtement, c'est vraiment rentable. Et donc, la première chose, c'est que le loyer, dans le cas de figure où vous ne voulez simplement pas avoir de revenus passifs dessus, il n'y a pas de, il y a pas de procédure particulière en tant que telle. Il faut que le bailleur déjà soit informé, ça c'est sûr, et le bien doit être mis en location au même loyer que vous payez. C'est si vous payez 1 100 euros ou 1 000 euros ou 800 euros, quand vous faites de la sous-location, vous devez en fait euh, encaisser un loyer de 800 euros ou de 1 000 euros, pas plus que ça. Ça, c'est un. Ça, c'est vraiment la sous-location de façon classique, qui est légale. Après, le côté professionnel, c'est lorsque vous souhaitez maintenant en faire une activité professionnelle vous-même et avoir des revenus passifs ou des revenus stables avec ça. Et ça, c'est possible. Qu'est-ce qui va se passer? Voici les procédures, en fait. Dans un premier temps, le propriétaire, il doit être informé. Ça, c'est obligatoire, le bailleur. Si le bailleur n'est pas informé que vous faites de la sous-location professionnelle, c'est de la sous-location non légale. Donc, il faut que le bailleur soit informé. Et comment cela se fait? Le bailleur, vous lui faites un courrier. Vous demandez au bailleur que le bien que vous louez chez lui, vous allez le mettre en sous-location, le loyer va coûter tant et que c'est une activité que vous faites. Mais déjà, même avant de contacter le bailleur, il faut créer son entreprise. Voilà pourquoi le côté professionnel. Il faut créer une entreprise de sous-location professionnelle. Il faut avoir un bail commercial. Le bail commercial, il est établi par les avocats. Généralement, il est dans l'ordre de 2 000 euros. Donc, une fois que l'avocat vous fait un bail commercial, votre entreprise, elle est créée. Vous avez maintenant, en fait, vous avez le droit, de façon légale, de faire de la sous-location professionnelle et augmenter les loyers, les parts de loyers, ou faire même du Airbnb avec de la sous-location professionnelle. Une fois que le bail, il est fait et que l'entreprise, elle est créée, ce que vous allez faire, c'est de démarcher maintenant des propriétaires ou des bailleurs. Je prends AP Josten, par exemple, qui a son appartement et moi, accès de faire de la sous-location professionnelle. J'ai écrit à AP Josten. AP Josten, il met son appartement en location à 800 euros. Donc, moi, je propose à AP Josten de louer son appartement et d'en faire une sous-location professionnelle. Et dans cet appartement, comment je le récupère? Comment je récupère cet appartement? Qu'est-ce que je fais? Je le remets en location. Si je paie 800 euros à AP Josten, logiquement, j'ai le droit d'augmenter le loyer. Je peux le faire à 800 euros, à 1 000 euros. C'est légal, ce n'est pas de l'arnaque. C'est vraiment légal. Ou même, je peux faire du Airbnb. Mais garantie à AP Josten que son appartement sera très bien entretenu et que je vais en prendre soin. Les locataires qui vont venir, je vais veiller à ce que l'appartement soit dans de très bonnes conditions, en fait. Une fois que le bailleur il a accepté, il vous fait un retour de courrier. Vous faites un courrier recommandé au bailleur, il vous fait un retour par courrier écrit. Et donc, avec ça, vous pouvez faire de la sous-location professionnelle. Vous pouvez faire du Airbnb, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais il faut avoir l'accord du bailleur. Ça, j'insiste. Si vous n'avez pas l'accord du bailleur, c'est de la sous-location non légale. Bon. Avoir une entreprise, avoir un bailleur commercial et avoir l'accord du bailleur. Avec ces conditions réunies, vous faites de la sous-location et c'est très rentable. C'est de faire de l'immobilier sans passer par les banques. Et c'est que vous avez entendu parler de ça. Faire de l'immobilier sans passer par la banque, c'est de faire de la sous-location en fait. Est-ce que tu peux aborder aussi, je ne sais pas si c'est possible, l'encadrement des loyers? Oui. Alors, l'encadrement de loyer, effectivement, ça c'est important. Merci, Régine. L'encadrement de loyer, c'est important parce que ça dépend de la zone géographique où
l'appartement est. Je prends une commune, je prends quelle commune? Je prends juste des exemples. Je prends Corbeil-Essonnes ou bien je prends Melun. Si si le loyer est encadré et que le maximum en fonction du type d'appartement que vous aviez, le loyer est plafonné à 1 000 euros, bah, vous n'allez pas faire une sous-location à longue durée à, je sais pas, 3 000 euros. Mais le Airbnb, vous pouvez faire votre Airbnb. Le Airbnb, c'est en fonction de vos clients que vous avez. Ça, si le locataire accepte et si la copropriété accepte également de faire du Airbnb. Mais vous restez vraiment dans l'encadrement du loyer, effectivement. Généralement, pour ceux qui font de la sous-location professionnelle, ils font beaucoup plus du Airbnb. Parce que ça marche. La plupart, ils font du Airbnb. Avec le Airbnb, vous faites la nuitée, c'est pas moi, à 60 euros, à 5 euros, à 180 euros. Airbnb prend sa part et prend la taxe de la commune, de la mairie, et c'est bon, vous êtes tranquille. Après, vous allez faire votre déclaration et tout ça, c'est autre chose parce que vous avez une entreprise. Oui, il y a Célia qui a levé la main. Oui, j'ai levé la main, c'est par rapport à ce que vous étiez en train de parler de la sous-location. Effectivement, moi, normalement, je dois exercer cette activité. Donc, j'ai créé l'entreprise, tout, mais seulement pour avoir le bien, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ça fait déjà, je peux dire, 2 mois que je suis en train de chercher, mais je ne trouve pas. Dès que tu dis au propriétaire que non, voilà, je vais exercer cette activité, il dit non, 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 moi, j'ai pas besoin, j'ai besoin des particuliers. Donc, c'est vraiment pas facile de pouvoir trouver, à moins que si c'est quelqu'un qui connaît déjà. Parce que eux, des fois, ils se disent que non, c'est pas légal, vous allez faire la sous-location, c'est des gens qui viendront. Par exemple, si on fait le Airbnb, c'est des gens qui vont passer, il y aura beaucoup de passages, vous allez saler. Or, derrière, il y a la conciergerie. Des fois, il y a des gens qui gèrent le bien. Mais c'est vraiment pas facile de trouver le bien pour faire cette activité. Mm. OK. Célia, effectivement, c'est pas facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui cherche, il trouve. Oui. C'est ça. Moi, je connais des personnes qui le font. Je connais même des agents immobiliers à qui j'avais même posé la question, est-ce que tu as un appartement disponible pour faire de la sous-location? Qui m'a dit oui, le bail, il a accepté. Donc, je crois que tu peux aussi m'orienter. Ah non, par contre, je ne suis pas agent immobilier. Je ne suis pas agent immobilier, je peux pas te dire, je peux te trouver un bien pour faire de la sous-location professionnelle. Mon point, c'est de dire, oui, c'est possible, ça se fait. Oui, ça se fait, mais seulement, c'est pas facile de convaincre, en fait. Ouais, Oui, ouais. c'est pas facile. En fait, c'est là aussi, il faut faire sortir son talent de commercial. Mm. Parce qu'il faut convaincre le bailleur. Mais le bailleur, il a raison. Comprenez le bailleur. Il a raison. Qu'est-ce que vous lui donnez comme garantie? C'est ça la question. Mm. Donc, c'est là maintenant qu'il faut convaincre le bailleur. Et là, vous jouez le commercial. Et c'est là aussi que, sans interrompre Axel, bien sûr, et c'est là aussi que le groupe est important parce qu'on a des personnes qui vont pouvoir, Nancy, là, qui te dit, il y a des sociétés qui demandent et gèrent et le font en bail société. Et aussi, dans le groupe, il y aura des agents immobiliers qui vont Mm. pouvoir peut-être t'indiquer où est-ce que tu peux aller. Donc, D'accord. voilà. Mm. Ok, parce que j'avais même pensé à te parler après en privé par rapport à ça. Mm. Bon, Régine, D'accord. là, on t'a attrapé, là. C'est bien. Merci. De rien, Célia. Donc, c'est une activité qui est vraiment qui est légale. En fait, c'est pas tout le monde qui sait que c'est légal. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en France, c'est pas tout le monde qui sait qu'on peut emprunter pour acheter un appartement? Vous allez me dire, mais Axel, tu rigoles ou quoi? Oui, c'est pas tout le monde qui le sait. Il y a des gens qui ne le savent pas. Donc, les bailleurs, comprenez-le, il y a d'autres qui ne savent pas que c'est légal. Il y a d'autres qui ne savent même pas que ça existe. Non, mais et puis, c'est pas encouragé aussi, Axel, parce que moi, je sais que j'avais posé la question à mon assurance, savoir s'ils acceptaient de couvrir. Ah, ils m'ont dit, ah, non, 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 nous, on fait pas ça. Donc, après, il faut, voilà. Je pense que c'est pas une politique qui est forcément très encouragée, quoi. Non, après, en fait, les assurances, chaque assurance a ses critères. Mais c'est un investissement. Du moins que ça soit pas du moins que la loi l'autorise, bah, y a pas de problème. Dans tout investissement, il y a des risques, hein. Moi, il y a un monsieur que je connais qui fait ça avec son fils.
Mais eux, ils se font du chiffre d'affaires. Eux, ils sont arrivés à un niveau où ils récupèrent l'appartement, ils le rénovent et ils font de la sous-location. Mhm. Moi, Donc, je, effectivement, je comprends ton point. Tout ça, en fait, c'est une question. Il y a des assurances qu'ils assurent. Bah, c'est comme du Airbnb. C'est pareil, c'est seulement que c'est une sous-location. Vous êtes propriétaire, par exemple, et que vous mettez votre appartement en location en Airbnb. Bah, l'assurance, il faut déclarer à l'assureur que vous faites du Airbnb. Ça, c'est Mhm. clair. C'est pareil, en fait. Il y a certains assureurs qui vont vous dire, ah non, nous, l'histoire d'Airbnb, ah non, non, ils ne sont pas dedans. Il y a d'autres qui vont effectivement assurer. Donc, il faut prospecter aussi à ce niveau-là, quoi. Exactement. excusez-moi, je travaille dans ce milieu-là. Si je voulais juste donner Oui, un vas-y, témoignage. vas-y. Je charge mon j'ai des gens qui font ça et qui la différence entre ceux qui sont successful et ceux qui sont pas. Il y a ceux qui l'ont fait, qui ont commencé un peu comme la sœur, c'est-à-dire ils sont partis au talent, ils ont convaincu les gens, ils ont montré aux gens effectivement qu'il y avait des choses à gagner. Ils ont été très pointilleux, c'est-à-dire qu'ils ont fait ils allaient chercher des appartements en général meublés. Ils ont expliqué aux clients qu'il y avait un abattement fiscal important. Ont expliqué aux clients qui était leur portefeuille de clients et en face, il n'y avait que des beaux sociétés et c'est ce que les gens qui sont allés démarcher cherchaient. Donc, en face, ils avaient déjà des contacts plus ou moins. Ils ont démarché des gros groupes et tout et tout. Et ils ont dit, bon, ben voilà, nous sommes ta. On a enfin, c'était SCI ou c'est des sociétés qui ont bien présenté, hein, même si au final, ils étaient dans un local, voilà. Ils sont allés au culot, effectivement, ils ont appelé chaque personne et ils avaient 3 heures par jour où ils appelaient tous les jours. Et ils devaient rentrer au moins un appartement par jour, sinon ça ne marchait pas parce que derrière, parfois, ils perdaient l'appartement parce que la personne, certes, elle arrivait pour un gros groupe, etc. C'est un bail société et que il y avait l'abattement fiscal, mais on ne sait pas. Le bail société peut durer 3 ans, 4 ans, plus où la personne, ça se passe mal et elle part au bout de 3 mois. Et du coup, derrière, ça ne suivait pas. Et effectivement, il y a des assurances qui suivent et il y a des gens qui sont convaincus parce qu'un bail société, c'est une garantie que vous avez un bien je ne sais pas moi, un prêt à 1 100 € à rembourser, mais je ne sais pas, la personne, elle va avoir un budget de 2 800 €. Et donc, vous, derrière, vous faites 1 700 €, vous garantissez à la personne qu'elle pourra avoir 1 100 €, voire 1 200 € et vous gardez 1 600 €. C'est grave bien. Et qu'est-ce que j'avais à dire aussi? Et oui, la différence entre ceux qui restaient et ceux qui ne restaient pas, c'est vraiment, il faut être sérieux, vraiment, il faut être au taquet, il faut être vraiment en mode, comment dire, comme si c'est vous voyez les gens qui font de la conciergerie, limite ça. Ça fait vraiment plaisir aux propriétaires d'avoir des gens réactifs. Faut pas avoir 20 trucs sur le feu parce que. Hein, et dernière chose, c'est pas mal d'avoir une licence d'agent immobilier. Ceux que je vois qui réussissent bien, parce que au bout d'un moment, le bouche à oreille fonctionne, donc vous allez vous retrouver avec pas mal d'appartements. C'est pas mal d'avoir une licence d'agent immobilier pour pouvoir rédiger des baux qui tiennent la route. Parce qu'il y a toujours un changement législatif au coin à une année ou je ne sais pas quoi. Et si vous n'avez pas informé le propriétaire, si vous n'avez pas suivi avec les assurances, si vous n'avez pas suivi avec les sociétés qui sont là avec vous en bail société, ils vont vous le reprocher. Parce que autant vous pouvez vous faire quand même pas mal d'argent, si jamais il y a la moindre situation, ça vous retombe dessus parce que vous n'avez pas été réactif, parce que vous n'avez pas averti, etc. Mais j'en connais au moins 4-5 qui font ça et qui sont assez sélectifs. Ils disent non, hein, à des sociétés. Ils disent non à certains groupes. Ils ne veulent pas travailler avec eux parce qu'ils payent mal. Voilà, quoi, ça ne les intéresse pas. Mais il faudrait s'engager sur ça. Il y a vraiment de 1 600 € par mois, ce n'est pas un truc qui est infaisable pour un appartement seul. Merci Mais Nancy. voilà. On t'attend sur le groupe WhatsApp pour répondre aux thématiques, aux questions de ce style. Donc, tu es le bienvenu. On a Jules Clémence qui levait la main. Oui, bonsoir. Merci déjà pour tout ce qui a été dit jusqu'ici. J'avais juste une question, s'il vous plaît. J'aurais appris que quand on achète déjà un certain nombre d'appartements, avant de continuer à acheter, on nous exige d'abord d'acheter notre résidence principale. Je ne sais pas si c'est vrai.
Parce que j'ai un couple ami, ils ont un appartement et ils nous expliquaient que pour acheter le second, la banque leur a demandé d'acheter d'abord leur résidence principale. Ok, bonne question. Alors, avant de répondre à ta question, si, pour clôturer sur le sujet de la sous-location, en fait, sachez que c'est toute une activité où il faut s'y mettre. L'investissement, c'est pas quelque chose, c'est pas un claquement des doigts. Ça, vraiment, bannissez cette idée, en fait. Je vous dis, ah, c'est facile l'immobilier, dès que je commence à générer du cash flow et tout ça. Pas du tout. Ça se travaille. C'est pour ça, dès le début, j'ai parlé des stratégies d'investissement. Ça se travaille, ça se peaufine, ça se bosse. Ça passe du temps. Et comme Nancy venait de le dire, bah, fait du phoning. En fait, il faut vraiment travailler son activité. C'est important. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Donc, il faut vraiment mettre en place des stratégies. Qu'est-ce que je dois faire? C'est un produit que vous avez. Donc, c'est un produit. Quand on a un produit, il faut gérer la communication, l'emballage du produit. Il y a tout ça, en fait, qu'il faut embellir. Donc, c'est vraiment une très bonne activité. Moi, pour ceux qui le peuvent, je vous encourage. Mais prenez le temps. Ne vous levez pas un beau matin, dites, bon, OK, aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise, j'ai fait de la sous-location. Non, prenez le temps de travailler le sujet et utilisez également le réseau. C'est puissant, la famille. Le réseau, c'est très puissant. Le réseautage. Ici, il y a 64 personnes, 54 personnes connectées. Il y a au moins 2 personnes qui sont propriétaires d'un bien, qui cherchent aujourd'hui des locataires. Ça, c'est sûr. Mm, Le levier du réseau, c'est quelque chose qui joue beaucoup, mm. qui est intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous ici qui peuvent en témoigner. Donc, le réseau, c'est vraiment intéressant. Pour répondre à la question de Julie, alors, en fait, s'ils ont plusieurs biens ou ils ont 2 biens qui sont en location, c'est logique que la banque leur demande d'avoir une résidence principale. C'est logique. Il y a des banques qui demandent ça. Et ça, je pense que même là où moi je travaille aujourd'hui, ça, c'est déjà le premier achat. Quand vous parlez d'investissement locatif, c'est sûr que la banque sera réticente. Ça, c'est sûr. Donc, s'ils ont acheté plusieurs biens déjà qui sont en location et que eux-mêmes, ils n'ont pas des résidences principales, c'est sûr que la banque va leur dire, ben, achetez votre résidence principale. Sinon, nous, on ne pourra pas vous financer. Il y a des banques qui vont exiger ça. Ça, c'est vrai. Il y a des banques aussi qui ne vont pas regarder ça, mais qui vont regarder les flux entrants. Parce qu'en fait, la banque, c'est du coup, il faut être responsable. Pour un premier achat, je prends l'exemple d'un premier achat pour faire le parallèle. Pour un premier achat, par exemple, une personne qui dit à une banque, moi, je vais acheter pour mettre en location. D'accord, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, je suis locataire. Ah, vous êtes locataire et vous voulez acheter pour mettre en location? Oui. En fait, la banque ne trouve pas le projet intéressant. La banque ne trouve pas le projet intéressant. Donc, c'est pour ça que la banque leur a demandé, en fait, la banque leur a demandé d'acheter leur résidence principale. Il y a des banques qui le font. Ça, c'est vrai. C'est pas parce que la banque est méchante, non, mais c'est parce que la banque aussi veut voir que les clients, bah, il se responsabilise. C'est vrai qu'il achète des biens, il met en location, mais et lui-même. Ça, c'est important. Ça donne aussi une assurance à la banque. Il sait que quelqu'un est en train de se poser la question, mais Axel, toi, tu as dit que tu es locataire, tu as 2 biens en location. C'est pas pareil. En fait, moi, j'ai acheté. Honnêtement, le premier bien que j'ai acheté, il a acheté en résidence principale. Après, l'immobilier, c'est vaste. Il faut jouer sur les clés. Il faut les connaître. Et Nancy a parlé d'un point très important tout à l'heure, la réglementation en vigueur. Moi, j'ai acheté un bien en résidence principale. La résidence principale que j'ai achetée, je n'ai pas mis de PTZ parce que moi, c'est ça. Je n'aime pas entendre ça souvent. Ça, c'est personnellement. Je n'ai pas dit de ne pas acheter avec le PTZ. Moi, tout ce qui est prêt social là, j'évite. Parce que ça, c'est mon perso, ça, c'est mon concept à moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris de PTZ, je n'ai pas pris de prêt social et tout. Pour être libre de mettre mon appartement en location, le juge ne veut pas y habiter. Parce qu'il sait que légalement, en fait, il y a des lois qui me permettent légalement de ne pas habiter l'appartement, malgré qu'il a acheté en location, en résidence principale. Donc, il n'y a pas de fraude, il n'y a rien en fait de façon légale. Moi, c'est ce qui est fait. Donc, après, si aujourd'hui, eux, soit ils changent des banques, et ils demandent à une autre banque qui veut l'acheter. Ils ont un projet d'achat locatif, mais présenter déjà les achats précédents, comment est-ce que les flux rentrent, quels sont les cash flows qu'ils dégagent chaque mois. Et avec ça, il y a le scoring qui va compter. Si les loyers sont réguliers et si les loyers sont vraiment réguliers et qu'il n'y a pas de loyer impayé, vous allez voir que la banque, peut-être une autre banque va accepter de les financer.
Mais c'est normal que la banque leur demande. Ça, c'est vrai. Oui, Azaria? Oui, merci. Alors, j'ai une question sur la sous-location. Lorsque j'achète un bien, un appartement, alors comment je dois l'exploiter? Quels sont les critères? Qu'est-ce qui va me permettre de dire que voilà, il faut que je fasse, par exemple, de la location courte durée ou de la location longue durée pour avoir une grande rentabilité? Quels seront les critères pour rentabiliser ce bien? D'accord, si tu es propriétaire, déjà, il y a la copropriété. Aujourd'hui, il y a des copropriétés bourgeoises qui Hmm, interdisent les Airbnb. Donc, déjà, tout va dépendre de la copropriété. Si tu as d'accord. acheté un appartement en investissement locatif, bah, tu as le Mhm, droit de le mettre en location. Si tu veux, tu fais de la longue durée. Si tu veux, tu fais de la courte durée. Mais surtout pour la courte durée, en Airbnb, il faut toujours consulter ta copropriété. Ça, c'est vraiment important. Je vous encourage à consulter la copropriété pour ne pas avoir des problèmes plus tard, en fait. Mais OK. à part ce critère, le reste, si déjà avec la banque, ton achat, c'est un investissement locatif, bah, tu mets ton bien en location. Après, tu fais la déclaration. Si c'est un bien, si c'est un bien que tu as acheté là à l'instant et que toi, dans l'idée, c'est de le mettre en location, bah, il y a ce qu'on appelle le formulaire H2. Quand vous achetez, que vous remplissez, vous envoyez aux impôts. Dans ce formulaire, les impôts vont te demander si le bien est en location ou pas. S'il est en location, tu renseignes, tu mets le nom des locataires et tout ça. Si ce n'est pas le cas, tu remplis le formulaire, tu l'envoies. Mais après, dans ta déclaration, il faut préciser que ton bien, il est en location, meublé ou location non meublée. Ça, c'est dans ta déclaration. Mais maintenant, pour être rentable, ça, Mhm, c'est à toi maintenant de te poser, de définir ta stratégie. oui, C'est-à-dire, si je fais de la location meublée, c'est quoi les avantages en termes de fiscalité? Est-ce que je vais au réel? Est-ce que je vais au micro-BIC? Ainsi de suite. Si c'est de la location non meublée, est-ce que je vais au micro-foncier ou je vais au réel? Si je vais au réel, qu'est-ce qui est déduit? C'est tout ça que tu dois prendre en compte. Quand tu prends tout ça en compte, tu dis, bah, OK, je me lance dans la location meublée. Tu meubles bien et puis tu fais ton business. d'accord. Si tu as les moyens de le meubler, moi, je te conseille de faire de la location meublée. Si tu as les moyens de le faire, tu le fais. Si tu ne peux pas aussi, tu ne veux pas te casser la tête, bah, tu fais de la location non meublée. Après, dans la déclaration, le jeu, c'est en plus de ce que tu auras des cash flows, c'est pas que ça, en fait. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de l'argent qui rentre et que les impôts vont te les ravir. Oui, Par contre, tu n'es pas un investisseur. Si c'est pour avoir de l'argent et en fin d'année, de le donner de remettre tout cet argent à l'administration fiscale, moi, je ne pense pas que pour toi, ça soit vraiment un investissement, hein. oui. Et Donc là, même, maintenant, c'est à toi oui. d'étudier Mhm, le système ou les circuits que tu veux prendre. Et ça, c'est la fiscalité. L'immobilier, quand tu ne maîtrises pas la fiscalité, tu risques d'avoir des biens juste pour le nom. Juste pour le nom. Parce que l'État d'accord. va te prendre tout ce qui rentre. Donc, la fiscalité, elle est très importante. Aujourd'hui, je n'ai pas touché cet aspect-là parce que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais la fiscalité, elle est importante. Et aujourd'hui, nous sommes demain, c'est le dernier jour de la déclaration. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait votre déclaration des revenus, il y a des gens qui sont connectés ici que je connais, qui n'ont pas encore fait votre déclaration des revenus. Surtout les propriétaires, les personnes qui ont mis des biens en location. Demain, c'est la deadline. On Sinon, attend le débat à 23 heures. donc, les impôts vont vous taper dessus. Oui, dernier jour. Donc, donc c'est un peu ça. Yes, 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 yes. Merci, merci pour toutes vos questions. Mm. Les autres questions, on va répondre dans le groupe. N'hésitez pas à remettre vos questions dans le groupe. Là, on a remis le, le lien du groupe dans le chat parce que là, ça fait plus de 1h30. De base, on était réglementé sur 1 heure, mais on espère avoir répondu à vos questions, avoir apporté quelques éclaircissements sur vos problématiques. Et on reste ensemble, on est dans le groupe. Et le prochain sujet du blog, justement, on va aussi traiter de cette thématique que nous avons abordée aujourd'hui et aussi apporter encore des réponses. Et aussi dans le groupe, vous avez des experts en droit des affaires, droit des sociétés, vous avez des banquiers, vous avez des conseillers en immobilier, patrimoine, vous avez aussi des personnes qui ont déjà investi dedans. Donc, n'hésitez pas. On est ensemble et voilà, voilà. Régine, avant qu'on ne continue, s'il te plaît, je voulais faire une parenthèse pour la sœur qui
qui a les loyers impayés, en fait, si elle a un crédit immobilier, c'est devant la banque. Normalement, tu as droit à 12 mois de suspension. 12 mois de suspension sur toute la durée du crédit. Donc, si tu as un crédit immobilier en cours, prends un rendez-vous avec ton conseiller, demande-lui en fait, de faire une suspension sur le prêt immobilier vu que tu as des loyers impayés. Et la banque pourra t'aider. C'est juste une parenthèse. Là, je voulais parler de ça, mais j'avais oublié. Yes, yes. Merci beaucoup. D'accord. Merci à toi, Axel. Merci pour ta disponibilité, pour ta réactivité aussi. Merci pour ta diplomatie. Je pense que la majorité des personnes qui ont posé des questions sont vraiment satisfaites par les questions abordées, aussi les réponses apportées aux questions. Donc, on te remercie pour ta présence ce soir et on espère te voir très bientôt dans le pôle investissement encore une fois. Et il y a Carlos qui lève la main en dernier, du coup, voilà. Bon, en tout cas, je tiens à remercier vraiment, vraiment Axel pour le travail abattu. Je me rappelle là, quand je l'ai coincé juste devant la porte Axel, j'ai besoin de toi. Et vraiment, vraiment, nous avons eu raison de le solliciter et nous avons vu combien nous avons été bénis, 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 bénis. Même après l'heure, il continue d'envoyer, de répondre. Donc, vraiment, j'invite tout un chacun à vraiment bénir le Seigneur pour sa vie. Et nous croyons fermement que au sortir vraiment de tous ces parcours, de toutes ces initiatives, nous aurons vraiment des personnes aguerries, des personnes informées, parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'investissement, ça passe d'abord par l'éducation, 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 ensuite l'expérience et enfin avoir de la trésorerie. Et je crois que nous sommes en train de semer dans l'investissement, dans l'éducation actuellement. Et nous croyons que beaucoup d'entre nous sortiront avec des projets, avec des expériences. Et ce sera eux bientôt qui viendront encore animer ces programmes pour les prochains qui viendront. Et ainsi de suite. Donc, vraiment, nous voulons rendre grâce pour cet événement. Et nous signalons déjà que le groupe WhatsApp est ouvert pour tous ces accompagnements. Et ce sera l'occasion vraiment de continuer les discussions dans les groupes. Le prochain webinaire également, ce sera communiqué bientôt, c'est tous les mercredis. Et ce sera soit via des talk shows, soit via des séances d'accompagnement comme ça. Et nous allons vraiment aller jusqu'au bout. Régine, je te laisse boucler encore une fois pour prier. On va libérer Axel. Merci. Amen, amen, amen. Et n'oubliez pas, de vous doivent sortir des nations. Donc, vous êtes dans une saison de moisson abondante. S'il vous plaît, profitez de cette saison-là pour vraiment aller de l'avant, pour aller... si vous n'avez jamais été audacieux, si une banque vous ferme la porte, allez voir une autre banque, et ainsi de suite. Et voilà, si une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Et donc, on ne reste pas dans son coin à dire oui, mais vraiment, je brise les pensées limitantes, les esprits de limitation dans ce groupe-là. Et que d'ici la fin de l'année, les gens m'appellent pour me dire, non, pas pour m'apporter des problèmes de Régine, je ne suis pas dans le groupe immobilier, mais pour me dire, Régine, j'ai investi. Yeah. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va juste incliner nos têtes pour pour vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait ce soir. Père de grâce, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ta présence encore une fois dans cette session. Merci d'avoir utilisé, Seigneur, à notre frère Axel, Seigneur, qui nous a délivré, Seigneur, beaucoup de connaissances ce soir. Père, permets-nous, Seigneur, de ne juste pas manger ces connaissances, de ne pas s'asseoir sur ces connaissances, mais d'aller chercher à les développer encore plus, d'aller chercher, Seigneur, vraiment à passer à une autre dimension avec toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie de nos pères, pour la vie de nos mamans, Papa Yvan, Papa Yves, Maman Maud, Maman Abby, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour leur vie, parce que vraiment, c'est parce que tu es passé par eux et que tu nous bénis comme nous sommes bénis là maintenant. Je te remets la vie de chaque passionné ici entre tes saintes mains. Je déclare, Seigneur, la saison abondante dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur, afin que vraiment nous puissions aller, Seigneur,
récolter, récolter, récolter et qu'on puisse tous, Seigneur, passer à une autre dimension dans nos vies. Nous te remettons cette nuit entre tes saintes mains, Père, que ce soit toi qui sois au contrôle, Seigneur, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos travails, Seigneur, et que ce soit véritablement toi, Seigneur, qui continue de nous impacter, de nous étirer, de nous faire grandir au quotidien. C'est par ta grâce que j'en suis prié à la gloire du Père. Amen. Amen, 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 amen. J'ai Amen, vu amen, Axel qui est disponible pour ceux qui veulent faire Amen. accompagner. Axel est disponible. Amen. Vous pouvez contacter soit Régine, soit moi pour vraiment avoir accès à Axel pour plus d'informations. Donc, très bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse. Axel est disponible dans le groupe, il sera dans le groupe, donc je Exactement. vous attends dans le groupe. Pour ceux qui n'y sont pas encore, et on se dit à la prochaine, on espère vous voir encore aussi nombreux au prochain rendez-vous. Soyez bénis, stay blessed, Soyez God bless you. bénis, bravo, Soyez bravo, bravo. bénis, bonne soirée.